Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Dassault Aviation avec un petit tour d'horizon sur le Rafale, le SCAF, les UCAV et Albatros. L'échange que j'ai eu avec Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, est très riche. En effet, cet échange de plus d'une heure et demie a essentiellement consisté en un exercice de questions-réponses entre le patron de Dassault et les journalistes de l'AJD. Nous l'avons retranscrit par thématique avec les réponses d'Éric Trappier aux questions des membres de l'association, notamment par ordre alphabétique, Franck Alexandre de RFI, Nicolas Barotte du Figaro, Michel Cabriol de La Tribune, Thierry Dubois pour Aviation Weeks, Vincent Guazzolo pour Mer et Marine, Vincent Hugo pour l'Express, Laura Casiali pour Polico, Aude Leroy pour l'Indépendante, Christina McEnroe pour Breaking Defense, Jean-Dominique Mercher pour l'Opinion, Anya Nussbaum pour Bloomberg et aussi Mathieu Rosenbel pour l'AFP et Pascal Savana pour BFM Business. Alors tout d'abord, le Rafale. Faisons un petit point sur cet avion mythique. Pendant des années, le Rafale a été présenté comme un avion trop sophistiqué et invendable. Depuis 2015, les commandes s'enchaînent. Pour le moment, Dassault Aviation a vendu 453 avions, soit 192 pour la France et 261 pour l'export. Alors que nous dit Éric Trappier? Tout d'abord, il espère que ça va continuer pendant 20 à 30 ans minimum. On continue à livrer des avions pour la France, nous dit-il, et pour l'export, et on va continuer à prendre des commandes en France et à l'export pour encore assez longtemps. Dans le même temps, on s'engage dans la préparation du futur, basée avant tout sur le Rafale avec ses standards successifs, sur le retour d'expérience des opérations de nos forces armées, et aussi sur les premiers retours d'expérience de nos clients export, qui permettent d'avoir en permanence cette évolution de l'avion. Ce qu'on peut retirer de l'histoire du Rafale, c'est que les affaires d'aviation de combat, c'est du temps long. Il faut savoir anticiper les besoins des forces armées à une échéance de 20 à 30 ans, ce qui est difficile dans un monde tout à fait incertain. Je voudrais rendre hommage à tous les anciens de Dassault Aviation qui, avec les forces armées françaises et la Direction générale de l'armement, ont conçu le Rafale pour être un avion polyvalent. Un peu plus grand que le Mirage 2000, il avait grandi pour gagner en rayon d'action et en capacité d'emport. Un avion capable d'opérer pour l'armée de l'air, mais aussi pour la marine française, ce qui était nouveau puisque qu'avant, nos avions étaient conçus pour l'armée de l'air ou pour la marine française. Il devait aussi être capable d'être air-air et air-sol, tout en préservant la mission de la composante nucléaire aéroportée. Bref, c'est une gageure de faire tout cela dans un avion aussi petit comparé à d'autres, par exemple les Américains, qui sont beaucoup plus gros. Il a d'abord fallu du temps pour le développer, pour des questions budgétaires. À chaque fois, il était très facile de rogner sur les budgets pour développer le Rafale, alors qu'il y avait le Mirage 2000, un avion bien apprécié par l'armée de l'air française. La marine, elle, poussée car ces avions commençaient à devenir très anciens, avec, souvenez-vous, le Crusader et après le Super Étendard. Donc cela a pris une bonne dizaine d'années entre le moment où le démonstrateur a volé en 1986 et le fait qu'en 1996 on commençait à être beaucoup plus mature. Et il a encore fallu attendre puisqu'il y a eu des trous budgétaires avant que la marine soit livrée en premier en 2000 et l'armée de l'air en 2006 pour faire le premier escadron opérationnel. En réalité, compte tenu de ce temps long, on avait démarré un certain nombre de prospections dans le monde et nous nous sommes heurtés à des prospections plutôt du côté de la mainmise américaine, on va le dire comme ça, puisqu'en Asie, en Corée, à Singapour, c'était compliqué. Mais cela a permis de sortir l'avion et de nous éprouver face à des évaluations où honnêtement le Rafale faisait très bonne figure à chaque fois. Après, les considérations politiques arrivaient, mais il est clair que le Rafale a été très remarqué lors de ces évaluations.
On a continué pendant ce temps-là à vendre le Mirage 2000, le Mirage 2000-9 aux Émirats Arabes Unis. Comme le Rafale n'était pas encore complètement mis en production en série par l'État, les Émiriens ont choisi une version du Mirage 2000 qui leur permettait d'attendre. Ça a été le cas aussi pour l'Inde. Et on est arrivé en 2014 avec un premier projet de contrat export du Rafale auprès de nos armées, de nos forces armées qui l'avaient totalement intégré. Après l'Égypte est venu très rapidement le Qatar, quasiment de manière concomitante, et puis ensuite le contrat indien. Ces premiers contrats ont été menés avec des clients fidèles, puisque l'Égypte, le Qatar et l'Inde ont des armées de l'air qui ont toujours utilisé des avions d'assaut, en particulier des Mirage 2000. À partir de là, nous avons eu une deuxième salve avec des avions supplémentaires pour l'Égypte, et puis le gros contrat Émirats Arabes Unis de 80 Rafales. On n'en espérait pas tant, puisqu'on misait plutôt sur une soixantaine d'avions. On a eu aussi la Grèce, pays de l'OTAN et pays européen, qui a pris 24 Rafales, 12 d'occasion et 12 neufs. Et de manière concomitante, la Croatie, autre pays d'Europe, qui a acheté 12 Rafales d'occasion et premier pays qui n'avait jamais eu d'avion d'assaut. Nous avons aussi réussi à nous implanter en Indonésie, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque c'est un pays lointain et un pays qui, là aussi, n'avait jamais opéré d'avion d'assaut. L'Indonésie a donc acheté 42 avions avec une mise en vigueur du contrat par tranche, une première de 6 avions, puis une tranche de 18, et là nous attendons la tranche pour 18 avions supplémentaires qui clôturera la mise en vigueur du contrat des 42 avions pour l'Indonésie. C'est une belle progression du Rafale, et ce n'est pas fini. On est aujourd'hui en négociation avec l'Inde pour 26 avions pour la marine, ce qui est original, et une autre façon de souligner cette réussite du Rafale. La conclusion, c'est qu'il faut être tenace quand on pense avoir raison, et c'est compliqué d'avoir raison avant tout le monde. Je pense que le Rafale a été en avance sur son temps. Marcel Dassault l'a dit quand il a vu l'avion à Saint-Cloud en 1986, quelques mois avant son décès, quelques mois avant le vol du premier Rafale, que cet avion serait international. Il avait vu juste, il avait anticipé, et Serge Dassault s'est battu comme un lion pour convaincre que cet avion était un bon avion et qu'il se vendrait un peu partout. On doit lui rendre hommage parce que finalement, eux et tous les ingénieurs qui ont travaillé sur le Rafale, avec nos forces armées et avec la DGA, avaient vu juste. La commande de 42 Rafales pour l'armée de l'air française, au titre de la tranche 5 du programme, attendue très prochainement. L'objectif de la tranche 5 du Rafale, c'est cette commande d'ici la fin de l'année, dont les négociations sont en courte finale, comme on dit. On a bon espoir que ce contrat soit notifié avant la fin de l'année, comme c'est en cours, que je ne ferai plus de commentaires. En tout cas, c'est du court terme. Je rappelle que ces 42 avions, les 30 avions qui étaient prévus au titre de la tranche 5 et 12 pour compenser les 12 vendus d'occasion aux Grecs, plus 12 pour compenser ceux qui ont été vendus d'occasion aux Croates. La guerre en Ukraine, le conflit du Proche-Orient, ont dit un impact positif sur les ventes. En général, quand ça chauffe beaucoup, voire quand c'est la guerre, ça ne nous est pas très favorable. Vous voyez le conflit Russie-Ukraine, le Rafale se déploie avec les forces armées françaises dans les pays lointains pour aider les partenaires et alliés, mais on n'est pas en train de vendre des Rafales parce que d'un seul coup, il y a une guerre quelque part. C'est pareil pour le Proche-Orient. Ce sont deux crises très dures et très tristes, mais il n'y a pas d'impact favorable sur les ventes. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire que ça freine un petit peu les discussions quand il y en a. Où en sont les négociations avec l'Arabie Saoudite? Sur l'Arabie Saoudite, il y a une discussion que l'on a entamées avec eux depuis plusieurs mois sont indépendantes de la crise proche-orientale. Elles sont liées à une géopolitique locale que je ne commenterai pas. Elles sont liées aussi au fait qu'ils ont acheté traditionnellement des avions britanniques Tornado et Eurofighter Typhoon et que, semble-t-il, il y a aujourd'hui des problématiques d'exportation posées par les Allemands.
Ce qui fait que quelque part, le Rafale, qui s'est vendu dans les pays voisins, aux Émirats, au Qatar, mais aussi en Inde, commence à avoir de l'attractivité, y compris en Arabie Saoudite. Je rappelle que si nous y avons vendu des Falcons, nous n'avons jamais vendu d'avions de combat en Arabie Saoudite. Ce serait donc évidemment pour nous une belle réussite supplémentaire et on pourrait s'implanter en Arabie. Un carnet de commandes qui va jusqu'au début des années 2030. Je pense que les Indiens iront sur ces 26 pour leur marine. Je pense que les Indonésiens mettront en vigueur la dernière tranche et je pense que les Français achèteront les 42. Cela me donne un potentiel assez sûr d'avions complémentaires dans le carnet de commandes d'ici quelques semaines. On a du travail sur le Rafale en production jusque des livraisons 2033, c'est-à-dire un carnet de commandes qui nous donne grosso modo 10 ans de travail. C'est assez remarquable. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sociétés qui puissent se comparer avec ça. Et on est capable de prendre de nouveaux contrats. La cadence de production est montée à 3 avions par mois. En 2020, la cadence était quasiment inférieure à un avion par mois. Ça devenait vraiment critique. Aujourd'hui, on a une cadence de 2 et on peut monter à une cadence de 3 pour 33 avions produits en 11 mois. Le cycle normal entre commande et livraison est de 36 mois. Avec les difficultés de la supply chain que l'on connaît en ce moment dans le secteur aéronautique, ça grimpe un peu. C'est autour de 3 ans et il faut à peu près une bonne année pour gagner un point de cadence. On fait monter cette cadence pour être compatible avec les contrats signés et avoir peut-être quelques contrats supplémentaires, les 42 français étant pris en compte. L'usine de Mérignac est suffisamment grande et on pourrait encore y monter à une cadence de 4. L'augmentation de la cadence en amont, quand vous fabriquez les pièces primaires, c'est déjà fait. Et puis, vous avez au bout l'assemblage final. Et avant que nous ayons 3 avions par mois, il va encore se passer un an. On devrait y être fin 2024. Alors, est-ce que des chaînes d'assemblage à l'étranger sont prévues? Pour l'instant, non. Pour tous les contrats signés, la réponse est non. On peut l'envisager. Et nous l'avons déjà fait si les quantités sont suffisantes. Soit des fabrications sous réserve d'avoir des autorisations françaises, soit de l'assemblage final dans des pays qui commanderaient des quantités importantes. Pas concerné par l'économie de guerre voulue par le gouvernement français, le Rafale, ça ne fait pas partie de l'économie de guerre. Si la France veut 2 fois plus de Rafale, moi je suis prêt à monter en puissance, mais elle ne le demande pas. Elle me demande les 42 avions qui sont prévus depuis un peu plus de 10 ans. Je pense que l'économie de guerre, c'est principalement ciblé sur les canons et les obus. Les nouveaux standards du Rafale, avec 3 versions pour le F4 et la préparation du futur F5. Aujourd'hui, on est dans le standard F4 avec 3 livraisons dans ce standard, le F4.1, le F4.2 et le F4.3. Le F4 apportera le combat collaboratif. Le F4.3, c'est la version accomplie de la connectivité avec la capacité de gérer un certain nombre de choses avec des radios numériques. Le F4.2, ce sera le Mika NG et le F4.1, il y a de nombreuses modifications au niveau des capteurs et du radar. Le F4.1 est livré, le F4.2 devra être livré fin 2024 et le F4.3 à la fin 2026. Nous commençons à travailler avec l'État, les forces armées et la Direction générale de l'armement sur le futur standard F5 qui arriverait un peu après 2030. Les études sur le F5 sont en cours et d'une certaine manière, elles sont assez confidentielles, mais la problématique aujourd'hui est d'opérer dans des espaces très bien défendus. C'est travailler dans des espaces où les avions devraient être interdits par une défense sol-air suffisamment puissante pour les dissuader de rentrer. Le but est de pénétrer ces défenses sol-air. On y travaille de 2 manières, la capacité intrinsèque, la discrétion de l'avion, les contre-mesures aussi qui font partie du système intégré sur la base de la préparation de mission, donc de renseignement pour qu'un avion prenne une trajectoire optimale, vole à une altitude optimale, soit capable d'éviter un certain nombre de défenses aériennes,
voire de les traiter en tirant sur ces défenses. C'est là où, me semble-t-il, le couple avion de combat-drone de combat pourrait être plus efficace que l'avion de combat tout seul. La deuxième voie, pour y aller, c'est plus de furtivité, pour se rapprocher un peu plus et tirer sur les défenses ennemies. C'est vrai également au-dessus, car si vous avez des menaces en dessous, vous avez aussi potentiellement en face de vous des gens qui ont des avions de combat. Vous devez donc continuer à avoir des avions qui peuvent défendre la maîtrise du ciel. À ce titre, le couple Rafale-Météor est quand même extraordinaire. Vous avez un avion de combat relativement agile qui s'appelle le Rafale, qui peut emporter le Météor, missile air-air longue portée, dont on a peu de concurrents aujourd'hui dans le monde. C'est un gros avantage en air-air, en air-sol aussi dans la stratégie que l'intégration du missile de croisière Scalp permet d'avoir avec le Rafale et les ravitaillements en vol une capacité à tirer de manière lointaine. Après, il y a une panoplie traditionnelle des armements conventionnels et d'autres plus évolués. C'est toute la famille des AASM dont nous sommes en train de qualifier la version de 1 tonne. Alors quel est le plus grand futur, hein? Le grand futur, c'est la furtivité, c'est l'utilisation plus intensive des drones avec au centre l'avion de combat et là tout un tas de tactiques qui pourraient être jouées pour être capable de rentrer dans ces espaces ultra défendus afin qu'il n'y ait pas d'interdiction. C'est essentiel et je rappelle quand même qu'en France, on a une mission particulière qui est la composante nucléaire aéroportée. C'est d'ailleurs une mission très demandante en termes de capacité opérationnelle et qui tire vers le haut les standards du Rafale. Alors, peut-on imaginer un Rafale plus gros? Tout bureau d'études est là pour avoir des idées et celle d'avoir un Rafale un peu plus grand, nous l'avons eu bien entendu. Il est en carton pour l'instant, il s'agit de rajouter une tranche, comme on l'a fait d'ailleurs quand on a développé le Falcon 8X par rapport au Falcon 7X, on a rajouté une tranche. C'est une modification lourde, bien sûr, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Très certainement, il faudrait pousser un peu plus les moteurs, comme l'avait déjà envisagé Safran, et ça aussi, c'est dans les cartons. Mais pour l'instant, ça n'a pas retenu l'attention de nos autorités. D'abord parce qu'on est en train de passer commande et de livrer des Rafales dans un standard F4. Deuxièmement, on réfléchit au futur et plutôt à faire un nouvel avion, ce qui nous intéresse évidemment. Donc voilà, c'est une option qui peut être mise sur la table pour gagner en rayon d'action et en capacité d'emport, mais qui n'a pour l'instant pas été retenue. Ça pourrait être un projet, ça ne l'est pas aujourd'hui. Alors parlons des armes laser sur les avions. Est-ce de la science-fiction? Ce n'est sûrement pas de la science-fiction, c'est de la science entre guillemets. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Cela nécessite une énergie extraordinaire avec le problème de gestion d'énergie. Tout est compliqué dans un avion. On fait de petits avions où les volumes sont réduits, le moteur produit de l'énergie pour que l'avion puisse évoluer, mais après, s'il faut de l'énergie en plus, sur un avion de combat, aujourd'hui, on n'a pas l'énergie nécessaire pour des armes laser. Alors, le Rafale est le démonstrateur de drones de combat Neuron, comme vous pouvez le voir sur la photo. Hein, en fait, le drone de combat UCAV avec un Rafale F5, c'est la réalité en 2030. Dassault Aviation travaille sur le sujet et va s'appuyer sur l'expérience acquise sur le Neuron, démonstrateur d'UCAV, une unité de combat Aerial Vehicle, développé par l'avionneur français avec des partenaires espagnols, italiens, suédois, suisses et grecs. Il avait été réalisé son premier vol en décembre 2012 sur le drone de combat qui accompagnerait l'avion, qui arriverait de manière concomitante avec le programme F5. On y travaille en ce moment. Est-ce que ce seraient les mêmes partenaires que le Neuron? La réponse est non. Ce n'est absolument pas une obligation. Est-ce que c'est possible? Il faut poser la question aux autorités françaises. Pour l'instant, c'est une réflexion franco-française. Sur le travail entre un drone de combat et un avion de combat, que ce soit un Rafale ou demain un NGF,
on a de bonnes idées. On a déjà bien travaillé sur le sujet dans des simulations à Saint-Cloud et donc on sait exactement ce que l'on veut faire. Le but, c'est de faire la mission, c'est d'être capable de rentrer dans des environnements denses et très bien défendus. C'est le principal objet de ce renforcement et de la capacité d'un avion de combat et d'un drone à opérer ensemble. Le drone de combat apportera, à mon sens, un élément supplémentaire grâce à sa discrétion. Si vous avez vu un jour le Neuron, c'est très 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 discret. Avec un programme qui était relativement modeste, on a su faire naître une équipe qui maîtrise la furtivité de manière quasiment équivalente à ce que peuvent faire les Américains, évidemment pas avec les mêmes moyens, ce sont de toutes petites équipes. C'est ça le génie français, être capable encore de faire de l'innovation, et c'est vrai chez Dassault et d'autres sociétés avec finalement peu de moyens. On dit toujours c'est trop cher, mais on n'a pas la notion. Les Américains dépensent 10 fois, 100 fois plus que nous à chaque fois, et donc oui, c'est beaucoup pour le budget français, je le reconnais, mais c'est quand même d'une grande efficacité. Et le ratio et ce compromis entre les différentes technologies au service des forces armées et les budgets que l'État est capable de mettre. Alors, est-ce qu'il sera plus gros que le Neuron, ce drone? On a fait avec le Neuron un démonstrateur de drone de combat. S'il y a un programme de drone de combat, il ne sera pas forcément à la taille du démonstrateur. On fera une homothétie. On a déjà démontré qu'il pourrait tirer des armes, mais il faudra l'adapter à ce que les besoins opérationnels nous dictent. Donc, si on devait faire un drone de combat, il serait beaucoup plus gros qu'un neuron. Le neuron, c'est une sorte d'alpha jet. Il faudra une taille ad hoc pour être capable de faire les missions qui lui sont demandées. Alors, il y a des campagnes d'essai en cours avec le démonstrateur, le neuron vole toujours. Il y a des campagnes d'essai complémentaires sur la base aérienne d'Istres. Et d'ailleurs, plus il vole, plus les militaires s'y intéressent. Ils ont mis un peu de temps à s'y intéresser parce que ça faisait gadget, mais d'un seul coup, le gadget devient une réalité potentiellement importante. Un UCAV capable d'opérer sur les porte-avions, si on devait un jour faire un UCAV dans la continuation des études que l'on a faites sur le Neuron, les marins sont toujours très intéressés pour que ces drones puissent aller à bord d'un porte-avions. On regarderait forcément cette option, même si ça contraint la difficulté. Pour nous les ingénieurs, je pense que la demande sera là. Aux États-Unis, par exemple, c'est la marine qui est la plus demandeuse de ces drones de combat navalisés, et en France, je pense que c'est le même sujet. Alors pour ce qui est du SCAF, la succession du Rafale doit passer par le système de combat aérien du futur, le SCAF, dont le principal élément sera un avion de combat de nouvelle génération, le NGF, New Generation Fighter. Ce programme a été initié en 2017 par la France et l'Allemagne, l'Espagne rejoignant la coopération en 2019. Les deux principaux acteurs industriels sont Dassault Aviation et Airbus Defence and Space. Après les études d'architecture, phase 1A notifiée en 2019, la phase 1B a été signée en décembre 2022. D'une durée de 36 mois, elle porte sur les études détaillées d'un démonstrateur dont le développement doit être financé par une future phase 2 en vue d'un premier vol à partir de 2029. Et si le programme est lancé, la mise en service du SCAF n'est pas attendue avant les années 2040. De manière plus lointaine, nous sommes engagés dans le SCAF, les études ont débuté à Saint-Cloud, on est reconnu comme étant l'architecte du NGF, nous préparons un avion de démonstration, un démonstrateur technologique, on en est à la phase 1B depuis un an, ce travail se poursuit, ce que l'on espère c'est que la phase 2 arrivera rapidement derrière la phase 1B afin qu'il n'y ait pas de trou empêchant les équipes de travailler pendant les phases de négociation. Alors le futur avion de combat aura-t-il nécessairement de l'armement en soute? C'est l'affaire de la furtivité. Est-ce que l'on peut être furtif ou pas? Un militaire vous le dira. Oui, c'est mieux d'être furtif.
Après, nous, industriels, on a des choix à faire entre la furtivité et le fait que l'avion doit rester maniable. Les Américains vont vous faire des avions spécialisés. Vous aurez l'avion très furtif, mais pas du tout adapté au combat aérien. Vous aurez l'avion adapté au combat aérien, mais pas très furtif. L'avion très air-air ou très air-sol. Nous, en France, on n'a pas ces moyens-là, et donc on fait un avion polyvalent. Il y a donc des arbitrages entre les différents besoins pour arriver à ce que l'avion soit capable de tout faire et de tout faire plutôt bien. Pour la furtivité dans le futur, il y en aura et il y aura une soute intégrée puisque si vous mettez des armements extérieurs sur un avion qui est furtif, il devient beaucoup moins furtif, bien entendu. Cela conduit à des avions plus grands et plus gros que le Rafale car il faut pouvoir mettre dans la soute un certain nombre d'armements. Ce sont les études que nous sommes en train de mener dans le cadre du NGF, un avion beaucoup plus gros que le Rafale avec une soute et furtif. Le but du démonstrateur, c'est bien de s'essayer à regarder les compromis qu'il faudra faire entre aérodynamique pour garder un avion de combat capable d'évoluer, y compris en air-air et en furtivité, pour qu'il soit moins détecté et qu'il dispose d'une capacité d'attaque plus grande avec des armements en soute qu'il faudra bien calibrer. C'est tout l'objet de la démonstration qui doit être faite sur le NGF. La navalisation du NGF est-elle potentiellement un point d'inquiétude ou de difficulté, notamment avec les Allemands pour la conception de l'avion? La navalisation n'est pas une option, c'est demandé de base. Je dirais que le premier sujet pour que l'avion soit navalisable et compatible avec le futur porte-avions de la Marine nationale française, c'est de maîtriser sa taille. Malgré tout, plus un avion est gros, plus c'est compliqué d'apponter. On n'a pas la taille des porte-avions américains, donc il faut bien travailler sur ce point. D'ailleurs, certains aimeraient nous voir développer un avion de combat très gros, très lourd. Le côté marine nous ramène vers, je dirais, notre ADN d'assaut, c'est-à-dire essayer de faire des avions un peu plus compacts. Et le deuxième point, on travaille déjà avec Naval Group dans le cadre du futur porte-avions pour que les équipes ensemble pensent d'abord le Rafale à bord de ce futur porte-avions. Ce qui ne sera pas une grande difficulté, même s'il y a des améliorations qui sont faites dans le futur porte-avions et il faut qu'elles soient faites en fonction de l'avion. Je rappelle que c'est un bateau qui permet de mener des opérations aériennes. De temps en temps, certains architectes navals l'oublient. Pour le NGF, le démonstrateur n'a pas vocation à aller se poser sur un porte-avions, mais dès les premiers coups de crayon d'un vrai programme, il faudra prendre en compte immédiatement la navalisation. C'est pour cela qu'on y travaille en avance de phase et l'expérience Rafale de ce côté-là nous est totalement bénéfique. Car on ne navalise pas un avion de combat, on conçoit dès l'origine un avion de combat capable d'opérer sur un porte-avions. Et l'on ne le fait pas dès le départ, alors à ce moment-là, c'est totalement cuit. L'idée, comme le Rafale, c'est d'avoir une seule version. Le Rafale, c'est un seul avion. Le système pour l'armée de l'air et la marine est strictement le même et la communauté est de l'ordre de 95%. La seule différence pour l'emploi sur un porte-avions, c'est que l'on fait un train d'atterrissage spécifique qui est un peu plus haut et qui permet par restitution d'énergie accélérée l'assiette de l'avion au moment du catapultage. Et on a renforcé, donc il est un peu plus lourd, un certain nombre de structures pour supporter l'appontage. On concevra donc le futur avion de la même manière, c'est-à-dire un seul avion pour l'armée de l'air et la marine nationale, avec peut-être juste des spécificités nécessaires pour l'avion de la marine, mais en aucun cas on ne conservera deux avions. C'est très différent du F-35, où vous avez trois avions différents, celui de l'armée de l'air, celui de la marine et celui des Marine Corps, qui est aussi utilisé par les Britanniques pour leur marine et leur armée de l'air. Alors, quid des rumeurs autour du départ de l'Allemagne du SCAF pour rejoindre le G-SCAP Tempest anglo-japonais? Le futur du SCAF, avec des partenaires allemands,
qui ne sont pas nos amis, c'est est-ce que l'on partage les mêmes besoins? Est-ce que l'on va aller au bout ensemble? Je ne sais pas qui a fait passer la rumeur, si c'est eux ou si c'est d'autres. Est-ce que c'est sur fond de, puisque l'Allemagne ne veut pas donner d'autorisation à l'exportation, ce qui est un vrai sujet en soi, hein, puisque malheureusement notre marché domestique, même européen, est tellement faible qu'il faut s'assurer qu'il y ait un marché export si l'on veut préserver les lignes de production. C'est vrai pour nous, pour nos sous-traitants et nos partenaires. Donc, in fine, je crois que l'Allemagne n'a pas du tout menacé de sortir, mais je pense que la nature du projet Tempest n'est pas de la même nature que la nature du projet SCAF. C'est très différent. C'est pratiquement une coopération entre le Japon et la Grande-Bretagne, donc ça n'a rien d'européen, ni du côté britannique, ni du côté japonais. Les Italiens sont au milieu, les Suédois viennent d'en sortir. J'entretiens des relations très bonnes avec les Suédois, puisqu'on a eu un partenariat excellent dans le cadre du euro. Et je ne ferai pas de commentaires. Je laisserai les Suédois expliquer pourquoi ils sortent du Tempest. Et en plus, je ne suis pas sûr que les relations entre les Britanniques et les Allemands en ce moment sur le Typhoon soient bonnes. On a cité le problème de l'Arabie Saoudite et finalement, ça pose la question que nous avons, nous Français, quant à la garantie donnée par les Allemands, si un jour il y avait un avion de combat franco-allemand avec nos amis espagnols, que l'on puisse exporter dans des pays qui sont nos clients traditionnels. Moi, on me répond qu'il n'y a pas de problème, je regarde ce qui se passe, et ceux qui disaient avant qu'il n'y avait pas de problème sur le Typhoon, je constate qu'il y a un problème aujourd'hui. Je reste donc inquiet de cette problématique de l'exportation. Pour le moment, ça n'a pas d'impact puisqu'aujourd'hui, on est sur un démonstrateur, on essaye de valider des concepts, des technologies, on n'est pas encore en train de développer un programme. Ce n'est donc pas le sujet du jour, mais c'est le sujet de demain ou d'après-demain. La Belgique, qui récemment préférait le F-35 au Rafale, devient observateur du programme SCAF et annonce aussi vouloir en devenir membre en 2025. Il faudrait demander à nos officiels ce qu'ils en pensent, car on ne peut pas s'autoproclamer partenaire. Le statut d'observateur est celui qui a été décidé, et pour l'instant, je n'ai pas d'informations autres que cela. Après, je ne sais pas si la Belgique souhaite faire travailler ses industriels, alors posez-vous la question, y compris avec vos collègues belges, pourquoi la Belgique cherche à faire travailler ses industriels tout de suite, le plus tôt possible? Ma réponse, et on va me dire c'est encore de l'arrogance, c'est parce que les Américains ne font pas travailler les industriels belges. Ils ont acheté américains pour des raisons qui ne doivent pas être de faire travailler leur industrie. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est rentrer dans le SCAF pour faire travailler leur industriel. Sinon, on voit qu'il y a une décroissance forte du plan de charge des industriels belges dans le domaine de l'aéronautique. C'est donc un sujet industriel. On ne fait pas un SCAF pour faire travailler des industriels, mais si c'est important évidemment pour nous, on fait d'abord un SCAF, car il y a un besoin des forces armées et que nos pays vont acheter cet avion-là. La question qui se pose, dixit nos collègues belges, c'est est-ce que la Belgique va acheter des avions de combat non américains? À cette question, je n'ai pas encore entendu la réponse des autorités belges, alors que les Français, les Allemands, les Espagnols disent si on développe un avion de combat, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui puisqu'on est dans le démonstrateur, c'est bien sûr pour l'acheter. D'ailleurs, on ne peut pas faire de procès d'intention aux Allemands, aux Espagnols et aux Français qui ont acheté l'Eurofighter pour les Allemands et les Espagnols et pour les Français le Rafale. Quel est l'avion de combat non américain que les Belges ont acheté depuis 30 ans? Donc je reste circonspect, pas anti-Belgique. Je serais très content que la Belgique rejoigne un avion de combat européen, pourvu qu'ils aient la volonté d'acheter européen. Moi, ce qui me paraît un peu particulier, c'est de se dire qu'ils veulent donner du travail à des industriels belges alors qu'ils viennent d'acheter du F-35 et que le F-35 n'est pas encore livré. Je rappelle que nous, les Français, puisque c'était une offre portée par les autorités françaises avec le Rafale, on offrait
un partenariat de travail dense et lourd en termes de retombées industrielles pour les Belges, et on l'aurait fait. D'où ma surprise et ma circonscription. Quasiment tous nos voisins vont voler sur F-35 américains. Comment intégrer le Rafale dans un environnement atlantique dominé par le nouvel avion américain? On a l'habitude, car si on prend la génération d'avant, qui remonte à plus de 30 ans, celle du Mirage 2000, l'Europe était déjà entièrement équipée de F-16 américains. Cela remonte au fameux marché du siècle où le F-16 a battu le Mirage F1, où la Belgique, les Pays-Bas et un certain nombre de pays du Nord ont acheté exclusivement des avions américains. Donc ça a toujours existé. La réponse à cette question-là, j'y ai travaillé quand j'étais jeune ingénieur chez Dassault, et c'est l'interopérabilité. Notamment quand vous êtes dans l'OTAN, vos avions de combat, vos matériels doivent être interopérables. On avait jusque-là des liaisons, la L11 pour la marine, la L16 plutôt pour l'armée de l'air, qui permettaient aux avions de travailler entre eux. Aujourd'hui, le F-35 semble ne pas être interopérable. Au-delà du Rafale, je pose la question, est-il interopérable avec le Typhoon? Est-ce qu'il est même interopérable avec les F-16 ou les F-22? C'est une bonne question que vous devriez aller chercher et vous vous apercevrez qu'en réalité, il ne l'est pas. C'est extrêmement surprenant, mais le F-35 n'est pas interopérable. Il est interopérable uniquement avec des F-35. C'est n'importe quoi. Nos voisins comptent pourtant travailler entre eux. Sinon, c'est un élément de chantage, puisque ça veut dire que si vous voulez travailler avec les Américains, vous devez acheter américain. C'est la définition non pas de l'interopérabilité, mais de l'uniformisation des forces armées qui seraient dans l'OTAN et devraient acheter américain pour être capables de travailler ensemble. C'est pas du tout ce qui était défini normalement au sein de l'OTAN pour être interopérable. Donc la future génération du Rafale comme le futur NGF devront être interopérables avec les forces européennes et avec les Américains, puisque je rappelle quand même que chaque fois qu'il y a un conflit un peu dur, les Français, me semble-t-il, en tant qu'observateurs particuliers, sont présents aux côtés des Américains. Ils doivent être capables d'opérer entre alliés. C'est donc un problème autant français qu'européen et américain. Alors on se demande pourquoi les Européens achètent des F-35. Ça reste un sujet, les forces armées américaines se posent elles-mêmes la question. Il n'y a que les Européens qui ont l'air de ne pas se la poser. Vous avez déjà la réponse et je n'ai pas besoin de vous la refaire. Quel regard sur le veto du gouvernement italien au rachat par Safran de la société italienne Microtecnica, aujourd'hui filiale du groupe américain Collins Aerospace? C'est l'Italie et l'Allemagne. Les deux disent que Safran est une société beaucoup trop amie du Rafale, donc on va les bloquer. Et c'est bien cité comme une mesure anti-Rafale. Alors, on les bloque, pourquoi faire? Pour acheter une société qui aujourd'hui est américaine. Donc finalement, on préfère dépendre d'une société américaine que d'une société française qui est engagée dans le Rafale. Ça en dit long sur la crainte de ces deux pays quant à l'importance que fait peser le Rafale sur l'avenir de leur exportation à eux du Typhoon. Moi, ça me réjouit plutôt, parce que ça montre au grand jour la réalité. Les nouvelles conflictualités et le retour d'expérience de la guerre en Ukraine vont-elles conduire à des évolutions importantes sur l'avion de combat? Dans la guerre en Ukraine, il faut regarder aussi les maturités des forces armées. Il n'y a que la machine qui fait la différence. Il y a aussi la capacité à mener des opérations et liée avec la manière dont les Russes font leurs opérations, ce qui n'est pas du niveau de ce que font les Occidentaux. Tout cela doit être comparé. Il faut prendre le retour d'expérience, mais il faut aussi éviter l'effet de mode. Je lis beaucoup de choses sur les petits drones, d'accord, mais en Ukraine, par exemple, on a une problématique qui est la suivante. Personne n'a dominé le ciel. Or, dans un conflit moderne, si on arrive à dominer le ciel, les drones, d'une manière générale, ne volent plus
beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de drones, mais les drones ne remplaceront pas les avions de combat. La guerre moderne, c'est de plus en plus une affaire de coordination et de connectivité. Les états-majors sont organisés de manière de plus en plus intégrée pour que les opérations, qu'elles soient terrestres, aéroterrestres ou maritimes, soient pilotées. Et c'est vrai aussi de nos matériels qui rentrent de plus en plus dans la connectivité. Tout cela, on l'a déjà pris en compte en amont puisque le standard F4 du Rafale se donne plus de connectivité. Le type d'armement va aussi évoluer avec une panoplie un peu plus large pour le Rafale dont les capacités sont grandes en termes d'export. Et après les cycles qui sont bien entendu à développer, il faut le temps d'ouvrir des configurations avec de nouveaux types d'armement. Tout cela est pris en compte par les états-majors qui nous font ces retours d'expérience et nous font des demandes pour préparer les standards après. Donc oui, on prend en compte ce qui se passe dans le monde au titre des opérations aériennes et on réfléchit au futur. Par exemple, sur le standard F5, on pense que le couple avion de combat, drone de combat, ça peut être une option pour être plus efficace dans cette guerre aérienne avec un pilotage très coordonné et donc des liaisons de données renforcées. Alors, l'avion de patrouille maritime et de surveillance maritime et de renseignement sur le projet du futur avion de patrouille maritime où Dassault Aviation est en concurrence avec Airbus qui propose l'A320 Neo MPA. Sur l'avion de patrouille maritime, la DGA, Direction Générale de l'Armement, a commandé deux études. Une étude à Airbus et une autre à Dassault. Nous sommes partis sur les études à partir d'un Falcon 10X qui est beaucoup plus gros que les Falcons actuels, sachant que là, on a un avantage. C'est que nous sommes sûrement la société qui travaille depuis le plus longtemps sur la patrouille maritime puisque nous y sommes depuis 1958. Je défie quiconque de trouver des gens qui ont eu cette expérience renouvelée sans aucun arrêt puisque nous avons fait les modernisations au fur et à mesure de l'Atlantique 2 et avant sur le Breguet Atlantique, l'Atlantique 1. La modernisation de l'Atlantique 2 est encore en train de se réaliser, le développement est fini, mais les chantiers sont en cours. On a cette expérience ininterrompue de la patrouille maritime qui est un système, et comme tout système, je le dis pour mes amis systémiers, quel qu'il soit, il faut quand même que l'avion vole, qu'il soit capable de tirer des armes. C'est un avion de patrouille maritime, c'est un avion d'armes, et il faut s'assurer que ces armes aillent au bon endroit. C'est le rôle de l'architecte maître d'œuvre et par conséquent de l'avionneur. Il est donc en concurrence avec Airbus et il me semble qu'on a plus d'expérience. Nous travaillons en plus avec nos collègues de Thales comme pour l'Atlantique 2, pour le radar, les contre-mesures, le calculateur. C'est à mon sens un avantage. Et puis un dernier point, la patrouille maritime est un sujet de souveraineté absolue puisque c'est l'avion qui permet aux sous-marins nucléaires de partir en patrouille de manière protégée et donc il est évident que ce type d'avion ne peut pas dépendre d'un pays étranger non totalement fiabilisé par les pouvoirs publics. C'est un vrai sujet et nous apportons une souveraineté française. Alors il y a aussi l'avion de surveillance maritime Falcon 2000 Albatros, où on est ce programme d'avions de surveillance maritime Falcon 2000 Albatros pour la Marine nationale. Sur l'Albatros, on a un contrat de 7 avions et une option pour 5 complémentaires. On est en développement en ce moment. Le contrat se passe bien. On est ensemble avec Thales sur le sujet. On a aussi Naval Group dans l'activité pour la partie calculateur. On sera capable de commencer les livraisons des avions à partir de 2025. C'est important pour la Marine nationale dans les futurs déploiements outre-mer et dans la politique qui est accentuée aujourd'hui par le président de la République d'une présence accrue en outre-mer. Alors vous avez une petite vue de l'avion de renseignement Archange. Sur le programme Archange d'avions de renseignement stratégique basé sur le Falcon 8X équipé d'une capacité universelle de guerre électronique, le CUJ, développé par Thales, il y a 2 avions plus une option.
C'est en cours de développement après avoir pris un retard au démarrage, mais maintenant c'est recalé avec la Direction générale de l'armement pour une livraison prévue en 2027. Alors, où en est le marché des avions d'affaires Falcon? Qu'en est-il de ce marché? Sur le marché, Falcon 2022 a été une très bonne année. En termes de prise de commande, 2023 est beaucoup plus lente. Le marché n'est pas très bon, ce qui doit refléter, comme traditionnellement, le fait que l'économie ralentit un peu partout dans le monde. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe. La lutte contre l'inflation fait que l'argent est beaucoup plus cher et par conséquent cela ralentit les investissements des sociétés. Ceci dit, le carnet de commandes est bien rempli puisque nous avons quasiment 90 Falcon à la mi-2023, donc ça ne nous inquiète pas. La vraie difficulté est que l'on a, c'est de livrer les avions, car on a toujours, et nous ne sommes pas les seuls, des problématiques de supply chain. Les contre-coups du Covid, avec les arrêts de production et une reprise rapide, que ce soit pour nous ou l'avion commercial, font que les sous-traitants ont du mal à embaucher, ont du mal à trouver le bon rythme pour cette montée en puissance, et donc on en souffre tous. Ce n'est pas uniquement vrai en France, hein, c'est aussi vrai aux États-Unis. On a la même difficulté avec les fournisseurs américains. C'est difficile sur les livraisons, ça l'est en 2023 et ce sera encore plus en 2024, le temps que la chaîne se remette complètement en ordre de marche et en ligne avec nos cadences. Alors les problèmes de supply chain du Falcon se retrouvent-ils aussi sur le Rafale? Oui, on a des problèmes similaires. C'est un tout petit, un peu plus facile sur le Rafale, malgré la montée en puissance. Sur le militaire, cela dépend des livraisons contractuelles. Ce n'est pas comme dans l'aviation civile où vous jugez uniquement sur la cadence. C'est aussi le fait que vous livrez des avions en fonction d'un certain nombre de contrats. Il faut emmener toute la supply chain, nos partenaires motoristes et radaristes. C'est difficile, c'est compliqué, mais ça se passe. On a un peu de retard, on observe sur les livraisons de Rafale, mais ce n'est pas du même niveau que sur les Falcon où c'est beaucoup plus compliqué parce que nous n'avons pas qu'un seul avion. Vous avez un Falcon 2000, les Falcon 8X, les 7X, les Falcon 900, le Falcon 6X maintenant, et c'est en fait 5 chaînes de production qu'il faut gérer avec des marquants, c'est-à-dire des gens qui vous livrent très en retard, voire de temps en ce moment, des défaillances. On est obligé d'envoyer des gens de chez nous faire le travail chez des gens défaillants, voire reprendre le travail quand la défaillance est beaucoup plus importante. Dans ce secteur de l'aérostructure notamment, c'est notamment difficile parce que en ce moment, vous trouvez les mêmes problèmes chez Airbus et comme je vous le disais, c'est vrai qu'en France, mais aussi aux États-Unis. Alors y a-t-il un avenir dans l'espace pour Dassault, hein, Dassault souhaite-t-il développer un avion spatial? On se projette là aussi dans beaucoup plus lointain. Oui, il faut aller dans l'espace. Ce qui se passe exclusivement en France, en ayant d'abord une fusée, en l'occurrence Ariane. Pour l'instant, on n'en est pas à faire des avions spatiaux, puisqu'on a des difficultés pour faire de futurs lanceurs. Je le dis sans agressivité, je constate en témoin factuel la problématique d'Ariane 6, qui est une fusée déjà dépassée et qui coûte excessivement cher par rapport à sa concurrente américaine, la Falcon 9. Il faudra très probablement mettre en carton un successeur très rapidement à l'Ariane 6, et là les discussions font rage au sein de l'Europe. Une fois que l'on a dit ça, on a ensuite la question de savoir pourquoi aller dans l'espace, car on n'y va pas pour rien faire. La priorité numéro un aujourd'hui, c'est de mettre des satellites. Il y a deux types de satellites. Les gros satellites, comme c'est très bien le faire Thales, qui nous intéresse indirectement. Et puis il y a les tout petits satellites. Si ce sont des orbites basses, peut-être qu'il faut faire des lanceurs qui vont plutôt moins loin qu'Ariane 6. Il pourrait donc y avoir Ariane 6 ou son successeur et des petits lanceurs beaucoup plus petits. Tout ça n'est pas notre sujet, c'est celui de ceux qui font des lanceurs et ceux qui font des satellites. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un jour ou l'autre envisager des objets
On peut les appeler vulgairement des avions spatiaux, même si ce ne sont pas des avions, car il commence à y avoir très peu d'air là-haut, et donc ça ne vole pas vraiment. Par contre, on peut se piloter et nous pensons avoir des compétences pour cela. En fait, nos trois grandes capacités sont l'aérodynamique, ce qui aide car à un moment donné, quand on est dans l'espace, il faut pouvoir revenir et l'on pense qu'on est assez bon là-dedans. On a d'ailleurs souvent travaillé avec la NASA sur le sujet. Deuxième capacité, le pilotage. C'est le sujet de la conception de l'objet spatial avec les commandes de vol, où là aussi on est suffisamment bon. Et troisièmement, l'intégration système, où il faut faire rentrer tout un tas d'électronique à bord sur l'avion spatial. On pense donc que l'on a des capacités pour faire partie d'un projet. Je le dis toujours, pour moi, le projet idéal, c'est le camion poubelle. Si vous êtes capable d'aller dans l'espace, de ramasser les débris et de revenir, vous aurez fait un grand pas. Si je ne trouve pas de débouché en France, j'irai ailleurs. En France, c'est compliqué. L'échelle doit être européenne. Mais vous connaissez la logique européenne. C'est que l'ESA, avec qui on échange pas mal, ne peut vous confier les projets que si le CNES vous les confie. Or, le CNES est, semble-t-il, mobilisé sur Ariane 6. Point. Donc, si je ne trouve pas de débouché en France, j'irai ailleurs, là où on voudra bien considérer mes compétences. Il suffit de regarder. Il y a des gens qui avancent vite. Nous, on est à faire une fusée, d'autres sont en train de faire des objets plus intelligents. Le problème, c'est que l'on ne peut pas tout faire en raison des problématiques budgétaires. La France est surendettée, comme vous le savez. Comme je le disais, l'échelle européenne, mais pour le moment, on est bloqué par le fait qu'il y a une bagarre sur les lanceurs en Europe. On pourrait débloquer un certain nombre de choses, mais il faudrait qu'Ariane 6 soit une réussite. Et je ne dis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire Ariane 6, mais cela mobilise aujourd'hui beaucoup d'énergie budgétaire pour un résultat qui, à mon avis, ne sera pas commercial, puisque ça coûtera à un lancement 75 millions d'euros, alors que 15 millions de dollars pour la même chose avec Falcon 9. Alors les objets spatiaux militaires, ceux-ci ne concernent que le civil de l'espace. Pour le côté militaire, c'est le commandement de l'espace et donc c'est la direction générale de l'armement. Vous avez vu la programmation de loi militaire, elle n'intègre pas beaucoup de choses dans ce domaine-là, mais ça les intéresse sûrement car ce sera à un moment donné l'avenir. Il faudra bien être capable de piloter des objets au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, quelle est la place pour l'intelligence artificielle dans les avions? Sur l'intelligence artificielle, on y travaille parce que de toutes les manières, il y aura de l'intelligence artificielle partout. Après, il faut être très prudent. L'intelligence artificielle, ce n'est pas la machine qui travaille pour la machine, c'est la machine qui travaille pour l'homme. Ça doit rester un outil. Simplement, l'homme a un cerveau un petit peu limité dans sa capacité à absorber un grand nombre d'informations. C'est vrai dans l'avion de combat de demain, comme dans celui d'aujourd'hui, on y travaille déjà en termes de préparation de mission et pour mettre sur le cockpit toutes les informations dirigées et digérées par le calculateur que le pilote doit voir, avec un dialogue de travail homme-machine qui est une de nos forces. Demain, compte tenu du nombre d'informations disponibles dans les systèmes, il faudra des algorithmes qui fassent une partie du travail. Ces algorithmes seront-ils des algorithmes d'intelligence artificielle? Oui, très certainement. Il faudra juste qu'on s'assure que tout le monde, pour montrer que ces algorithmes soient maîtrisés par l'homme, qu'ils soient au sol, dans un centre de commandement, dans un avion de combat ou en pilotage de drones déportés, ce qui nécessite encore plus d'automatiser les réactions qu'il peut y avoir sur le terrain. Alors, est-ce que la Chine et la Turquie sont de futurs compétiteurs? Alors que la marine nationale se dit impressionnée par la montée en puissance de la flotte chinoise, la Chine peut-elle atteindre rapidement le niveau technologique des avions de combat occidentaux? La marine a raison de s'inquiéter. Dans ce domaine, c'est beaucoup plus visible puisqu'on voit déjà les bateaux chinois sillonner les mers
Pour les avions, cela reste pour le moment des avions qui ressemblent à des ex-avions soviétiques, mais cela va beaucoup progresser. On a un peu de chance, c'est qu'un avion de combat est vraiment l'objet le plus compliqué. Beaucoup diront que c'est un sous-marin. Moi, je vous dis que c'est un avion de combat puisque la taille est quand même une contrainte terrible et donc vous devez tout miniaturiser et c'est très compliqué. Donc ça va prendre beaucoup de temps, mais si vous regardez la vitesse avec laquelle la Chine progresse et la volonté politique qui est la sienne, il n'y a pas de limite dans leurs moyens et donc petit à petit ils forment des gens parce que tout ce que l'on est en train de se dire là, c'est que de la compétence humaine. Même l'intelligence artificielle, c'est de la compétence humaine. Donc c'est la capacité à former des ingénieurs de très bon niveau et ensuite il faudra du temps car même quand les ingénieurs sont de très bon niveau, il faut les former sur le terrain, que progressivement ils apprennent de leur échec et de leur réussite et ça se transmet de génération en génération. Donc oui, les Chinois vont prendre du temps avant de faire un avion de combat de niveau d'un Rafale, mais ils vont malheureusement y arriver. Il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. Dans 30 ans, ils sauront faire. C'est plus facile l'espace d'une certaine manière. Vous voyez les Indiens qui envoient des fusées et ça va à peu près au bon endroit, ça n'explose pas au décollage, ça marche. Les Chinois font aussi des objets de plus en plus bizarres, entre guillemets. Ils sont même sur des drones de combat. On a vu dans leurs démonstrations de temps en temps. Certes, au sol, on ne les a pas vus en l'air, mais ils sont en train de travailler la furtivité, les modèles aérodynamiques. Donc il n'y a pas de doute, ils progressent. Ils progressent aussi en électronique, on les voit dans les télécommunications, Huawei. Ce ne sont pas des nains dans le domaine, vous le savez. Petit à petit, on voit bien que ce grand pays qui a des ressources avance et cela fait très peur. Alors que penser de l'avion turc de combat? Les Turcs ont des capacités, ils ont une industrie. C'est un pays qui, sous certains aspects, est très occidentalisé. Ils savent faire de l'industrie, ils l'ont démontré, il y a du niveau. Ils font de petits drones qui sont beaucoup vus dans la guerre en Ukraine. Maintenant, entre faire de petits drones et un avion de combat, il y a une très grosse différence. Je ne les vois pas, mais je peux me tromper, être capable de faire un avion de combat. Ils ont des problématiques, ce que les Américains veulent leur vendre ou pas. Après le F-35, le F-16, pas le F-16, est-ce qu'ils vont acheter des Eurofighter? Est-ce que les Allemands vont autoriser l'exportation vers la Turquie? Je vous dis, je vous le dis, euh, que je ne sais pas ce que vous écrivrez comme d'habitude, mais ils vont avoir envie d'être dans une équipe, mais dans quelle équipe pourrait-il être? Est-ce que je les vois développer seul un avion de combat, du moins du niveau de ce qui est les avions de combat américains ou français? Bon, on ne sait pas. Mais il y a la volonté politique. Et quand il y a la volonté politique, il y a l'argent. À ce moment-là, les ingénieurs peuvent avancer très vite et cela fait très peur au niveau de la Turquie, qui est un pays quand même très fourbe. Alors, l'Eurodrone peut être évacué en une phrase. Ce n'est pas le lieu pour en parler. Moi, je suis qu'un modeste sous-traitant d'Airbus. Alors, pour ce qui est de l'Europe, haro sur la taxonomie, je vais vous dire, je ne comprends pas l'Europe. Je deviens très critique vis-à-vis de l'Europe. C'est quoi cette histoire de taxonomie? Je vous rappelle qu'avant la guerre en Ukraine, grosso modo, toute société travaillant dans le domaine de la défense devrait être marquée du sceau de l'infamie et donc ne plus faire l'objet de la part des banques de prêts, de crédits. On est chez les fous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On achète du matériel. Alors oui, aux Américains. Et là, ça marche. Il n'y a plus de taxonomie si vous achetez américain. Il n'y a que si vous achetez européen. Il faut quand même être fort pour prendre une réglementation de ce type pour la taxonomie environnementale. Aujourd'hui, moi, aviation d'affaires, je suis très circonspect car tout cela montre bien
que l'Europe travaille pour les Américains et ne travaille pas pour l'Europe, ce qui est un drame considérable pour l'Europe et pour les pays européens comme la France, mais aussi d'autres pays européens qui se voient remonter dans tout ce qui est loi contre l'Europe. Voilà, donc pour moi, il y a un problème très important au niveau de l'Europe. Voilà, et comme l'a rappelé le président d'Airbus Defence and Space, Guillaume Faury, 80% des achats de défense en Europe ne sont pas européens. Vous voyez quand même les budgets qui sont mobilisés dans le domaine en Europe. Donc si l'Union européenne pourrait faire une préférence européenne, ça fait à peu près 20 ans que je pousse l'idée, ça serait pas mal. Est-ce que dans cette stratégie industrielle, il y a une préférence européenne ou pas? Il faut déjà, et on se le demande, un retour d'expérience sur les fonds européens de défense. Est-ce que le Fed aide les industriels européens? Est-ce que le cursus contractuel le permet? Est-ce que c'est bien tuilé avec les pays qui sont engagés, etc., etc. Déjà, il y aurait beaucoup à apprendre de là. Donc pourquoi pas une stratégie industrielle de la Commission européenne, mais qui la drive? Quelle est la légitimité de la Commission européenne dans le domaine de la défense? Elle aide des industriels, tant mieux. Mais on n'est pas encore dans une défense européenne. On en est très loin. Et c'est un petit pas. Si ça peut aider, tant mieux. Mais le vrai sujet n'est pas là. 80% des achats de défense en Europe sont faits en dehors de l'Europe. Et ça, c'est le vrai sujet. Regardez la Pologne qui achète de la Corée du Sud. Du grand n'importe quoi. Les Américains sont-ils plus forts en lobbying et sont-ils moins chers? Les Américains ne sont pas plus forts en lobbying, ils ne sont pas moins chers. Si vous prenez par exemple les Allemands, hein, qui sont malheureusement très fourbes depuis le nouveau chancelier, qui viennent d'acheter des F-35, ils vous disent, pour être capable de tirer une charge nucléaire à partir d'avions dans le cadre de nos missions de l'OTAN, charge nucléaire américaine, je dois acheter un avion américain. C'est l'une des réponses. Hein, ce n'est pas la seule. Tous ne portent pas des armes nucléaires. Je pense que c'est la solution de facilité. J'achète aux Américains qui, en contrepartie, sont là et nous protègent. Alors, que penser de l'idée d'un transfert de la politique d'exportation allemande vers l'Europe? C'est aux autorités françaises de répondre. Mais, personnellement, je ne serais pas très favorable à l'exportation de l'exportation. À mon sens, cela fait partie de la souveraineté de chaque pays de savoir à qui on vend. Donc le problème ne se pose pas. Il commence à se poser quand on fait un programme de coopération, puisque à ce moment-là, il faut l'accord de tous ceux qui sont autour de la table pour arriver à exporter, sinon on vous bloque. Hein, c'est le cas par exemple de Eurofighter avec l'Allemagne actuellement. Il y a donc des mécanismes qui ont été définis pour dire si on fait une coopération, on s'engage à ne pas bloquer. Par exemple, si on fabrique des pièces, on ne les bloque pas. Il faut juste y croire. Et en Allemagne, c'est le Bundestag qui décide. Alors c'est très compliqué. Est-ce que le Bundestag s'assure que l'on est défini aujourd'hui s'appliquera dans 20 ans? C'est ça la question qui se pose sur l'exportation. Après, que les Allemands, face à cette difficulté intrinsèque qu'ils ont, veulent exporter l'exportation à Bruxelles, et bien au lieu d'être 3 ou 4 comme dans une coopération, vous serez une trentaine de pays et il suffit d'un pour tout bloquer, vu de ma fenêtre, ça serait pire. Par conséquent, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Une politique d'embauche massive et la question de l'attrait des jeunes talents pour l'aéronautique de défense. Sur les talents, oui, c'est difficile. On a beaucoup embauché. On arrive à une période où on a beaucoup de renouvellement, car on avait beaucoup embauché il y a quasiment 40 ans. Les gens partent à la retraite et on a plus de travail de fabrication, mais aussi en bureau d'études, avec les standards successifs de Rafale, le NGF, les drones, les avions Falcon 6X, 10X, etc. Donc on embauche massivement en ce moment et ce n'est pas simple de trouver du monde. Honnêtement, Dassault reste une société qui a une forte attractivité et les gens qui rentrent chez Dassault sont plutôt des gens qui sont motivés à faire ce pourquoi ils sont rentrés et donc ils restent.
Je ne dis pas que le taux ne va pas augmenter un peu, mais enfin, il y a peu de départs chez nous. Il y a une espèce d'engagement, on rentre un peu comme dans les ordres. Si vous avez travaillé au développement d'un nouveau Falcon et d'un nouvel avion de combat ou d'un démonstrateur comme le Neuron et demain le NGF, objectivement,